Sophie. D'accord, merci. Bon, de la présentation. Sommaire. Sommaire. Avant de décider, vous allez me permettre certainement de livrer le message. Ça, je pour Manibaya, l'occasion de cette rencontre. J'ai très rapidement plusieurs demandes, mais je vais vous les lire et ça peut vous faciliter beaucoup de résistance. Parce que je compte beaucoup sur les résistance. Moi, dans ce genre de rapport, on donne un aperçu sur les propos du village, mais c'est des débats qui sont très importants. Si vous me permettez, je vais lire ça rapidement, c'est les pages qui sont importantes. Alors, Madame Carole, je suis bien présidente de Club français, chez Malik Pipiara, modérateur, professeur André Bourgeot, la musique professeur, Madame Michel, compère. Je souhaite débuter mon intervention en rendant un hommage aux victimes des crises sécuritaires et des conflits qui touchent notre monde. Les pensées vont aux hommes, aux femmes, aux enfants innocents pris dans ces tourmentes et appellent chaque jour à l'aide pour survivre. Mais il est essentiel de garder espoir et de croire en notre capacité à surmonter la diversité. Je tiens à remercier chaleureusement Madame la Présidente et son équipe pour leur invitation et à vous transmettre des salutations confraternelles de Claude Mali Valeur. Notre intervention vise à citer des échanges constructifs et à partager nos idées pour bâtir un monde de paix et de réconciliation inspiré par la culture de l'équilibre. Après les événements tragiques de 2012 qui ont vu le nord du Mali occupé par divers groupes armés, les intellectuels se sont mobilisés pour expliquer la vérité historique et culturelle à travers une série que nous avons dénommée série Regard sur une crise. Cette initiative a permis de rassembler des voix diverses autour d'une cause commune, la nécessité de restaurer la paix et la condition sociale. Il est indéniable que nous devons mettre fin à la barbarie des crises majeures qui engendrent des actes de vandalisme et des crimes inimaginables. La destruction de notre patrimoine culturel et les comportements déviants ont causé un profond traumatisme. Cependant, cette situation a également suscité un élan de solidarité et de coopération parmi ceux qui croient à un meilleur avenir. La série Regards sur une crise a pour objectif de sauvegarder les principes éthiques et moraux universels. La documentation des événements de 2012 est un pas essentiel dans la mobilisation collective, car elle rappelle à chacun de nous que les traditions de paix et les démocraties du peuple malien peuvent triompher des ambitions extrémistes.
Je voudrais également rendre hommage à M. Ismaël Samba Traoré, président du Mali Valeur, dont le leadership et l'engagement ont été déterminants pour faire de cette série un projet d'excellence. Grâce à ces efforts, nous avons pu consacrer notre activité sur les problématiques de la paix et du vivre ensemble. À l'occasion de l'apparition de l'ouvrage collectif pour la paix et la cohésion sociale contre le discours de la reine, je souhaite partager avec vous les résultats des rencontres de Bamako de 2015 à 2019, avec divers colloques et ateliers de haut niveau animés par des experts du Mali et d'ailleurs, dont Michel Bonjour. Ce travail collectif a permis d'ouvrir des débats et d'échanger sur des réflexions qui sont désormais accessibles à tous à travers l'ouvrage. Dans des mondes globalisés où la compétition est féroce, il est crucial de bâtir une société du savoir. Je dis bien, il est crucial de bâtir une société du savoir. Les écrivains et les hommes de culture doivent être des phares éclairants de l'humanité. L'unité et discipline est essentielle pour promouvoir la tolérance, l'acceptation de l'autre, la paix, l'amour du prochain. Au sein de Mali, Valeur et de Peuple Mali, nous avons tiré des leçons précieuses des épreuves que le Mali a traversées. La culture scientifique et la culture générale doivent aller de pair, car, comme l'a dit le célèbre académicien français, Claude Allais, il n'y a pas d'avenir pour le savoir humain sans culture. Et il parle de quelques systèmes de gouvernance. Décrier ça et là pousse aux certitudes, au cantonnement, à la perte de confiance. Ce sont des idées qui ont constitué des facteurs négatifs dans la motivation et la mobilisation à grande échelle. Les risques de repli identitaire et du communautarisme culturel deviennent réels. Cependant, nous avons des acquis inestimables qui ouvrent des perspectives pour partager des idées et des pratiques et pour diffuser les savoirs. Le monde d'aujourd'hui est en danger. Confronté à des bouleversements constants, l'implication des écrivains et des hommes de culture est cruciale pour contrer la désinformation, l'intoxication, les nouvelles tendances, la sensation et préserver des vraies valeurs socio-culturelles. Nous devons veiller à ce que les générations futures soient protégées des exclusions et des violences. L'avenir doit s'ouvrir à la confiance pacifique, à la croyance en des valeurs humaines fondamentales. En conclusion, j'invite toutes les bonnes volontés à imaginer un processus global pour favoriser la tolérance et la conscience pacifique dans les informations. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde nouveau, porteur de démocratie et de liberté d'expression pour les biens, pour les plus grands biens de l'humanité. Je vous remercie. Stevie, c'est une impossible générale, le propos général. Maintenant, on reste ouvert à toutes les questions, vous avez bien posé. Nous, si avec le projet de la nation en vie, c'est bien pour quelque chose, c'est celui qui a encore. Il y a beaucoup de questions de paix, quoi. Il y a beaucoup de questions. C'était de 2015 à 2018. Oui. En 2024. En 2024. Donc, 6 ans après, où on était. Mais où en est-on avec les pays autour? La question de procédure. Est-ce qu'on prend les questions d'abord, on les répond, bon. Moi, je peux dire. Comme vous voulez. D'habitude, les gens posent des questions, et on répond. Parce que non, on peut répondre. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. Moi, c'est une polémique. Moi,
Je prends la première question et puis je vais parler. Ah oui, Non, répondez à la première question et puis je vais parler. bon, pour répondre à votre réellement, beaucoup de choses. Je vais vous montrer. Hein? Il n'y a rien de permanent dans le monde de notre civilisation. Justement, c'est tout de suite. Il y a eu d'abord la maladie. Tout le monde peut pas il y a bloqué, il n'y a plus de relations, etc., de possibilités. Et puis, il y a eu des mouvements sociaux qui m'ont inspiré. Effectivement, on avait chez nous, il y a eu un coup d'État. C'est-à-dire un problème national. J'ai dit, il y a plus de privés, il n'y avait pas d'amis. Les deux sont venus. Et ça a créé beaucoup de problèmes. Sinon, la réalité, c'est que nous voulions, en 2018, il y a un truc déjà, grand porte c'est lui qui devait sortir en 2018. 2018, ça devait être grand champ. En 2018, il fallait parler au plus présent. Il fallait parler au plus présent. Le plus possible, c'est le match de pays. C'est bien. Tout dernièrement, c'est pas oui. Bon, il y a dans cette aussi, donc, il y a créé un temps de dialogue national, de la concession de guerre, de la paix, de l'équilibre espagnol antispécifique. Et il est bien à fond nommé de ces établissements. Merci. André Bourgo, Mais alors, André Bourgo, c'est un citoyen du monde. Il est amoureux de ce Mali. Il est même Mali. Et il a écrit dans le livre, les voix, les moyens, il a expliqué à tout un chacun ce qu'il sait sur le Mali. Et donc, vous devez l'écouter, pour qu'il puisse nous éclairer davantage sur ce qui se passe au Mali. C'est, là, par exemple, on a dit 3 heures. Non, c'est pas mal. Donc, pour répondre directement à votre question, pour faire le bouquin de 2018, auparavant, il faut présenter le Mali dans une approche historique qui renvoie de l'indépendance. Donner les grands événements qui ont marqué le Mali. Bon, déjà, les conditions de fondation de l'indépendance n'étaient pas dans des conditions particulièrement paisibles, puisqu'il y a eu déjà la première révolte de 1550 de révolte de Lyon, la première révolte du Poirail en 1963, qui a particulièrement fragilisé le pouvoir de l'État naissant, qui n'avait pas les capacités de contrôler l'ensemble du territoire malien. Je rappelle que le Mali, c'est quelque chose d'immense. Hein. C'est les 9 dixièmes du pays, c'est le Sahara. Les zones arides, et puis ensuite le Sahel. Donc, dans ces conditions-là, c'était très difficile de créer les conditions de l'indépendance. Dans un contexte politique où l'ancien pouvoir colonial n'a pas favorisé particulièrement non plus la mise en œuvre de l'indépendance réelle. Ça, c'est la situation de 1963-1964. Le second événement qui me paraît important, c'est la dimension climatique. Donc, il est nécessaire dans le contexte actuel, il y a beaucoup d'inondations, fait référence que le Mali et l'espace sahélo-sahélien a connu des phénomènes de sécheresse importants.
doublé de famine. Famine qui est de façon généralisée. C'est-à-dire, il n'y a pas eu simplement des sécheresses, il y a eu aussi des famines. Donc, les conséquences politiques de cette sécheresse et de cette famine-là ont été dramatiques, plus particulièrement pour les populations de pasteurs nomades du septentrion malien. Mais pas exclusivement. Il y a eu des répercussions aussi sur les populations sédentaires, avec des comportements, une aide internationale, laquelle aide internationale a été détournée d'une manière dramatique, au point où on a parlé de la construction des villages de sécheresse, donc déjà un problème de corruption, parce que vous additionnez dès le début des années 60, phénomène climatique, corruption, problème d'ordre politique, c'est pas un bon départ pour un État qui n'est pas encore souverain, en ces termes-là. Donc les sécheresses, les grandes sécheresses de 69-73. Ensuite, 69-69, ça a été dramatique parce que ça a provoqué des phénomènes d'exode et d'exil. J'insiste aussi sur le fait exil. Ça veut dire qu'une certaine forme de la population Touareg de Samachek, si vous voulez, se sont exilés, notamment en Libye. En Libye, donc c'est quand même assez significatif parce que ces gens-là ont aussi été pris en charge par le gouvernement de l'époque, à savoir le colonel Kadhafi. C'est dans cette circonstance-là qu'ils ont rallié les légions islamiques. Donc le rapport aux armes, c'était quelque chose d'important. Les légions islamiques, ils ont fait un petit feu en Syrie, en Irak, un peu partout dans le Proche-Orient. Donc ils ont reçu une formation, j'allais dire militaire, mais non, ils ont reçu une formation guerrière, ce qui est un peu différent. Donc déjà, chez les Tamashek, le rapport aux armes, je fais armes blanches ou armes fusil et compteur, c'est quelque chose qu'il y a chez eux une sorte de rapport passionnel vis-à-vis une mouvance guerrière chez ces gens-là qui est moins négligeable. Donc, dans ces circonstances-là, ça c'est 69-73 pour retourner le phénomène de la première grande sécheresse qui s'est transformée en famine généralisée, avec des conséquences d'exode et exil, exode à l'intérieur de l'exil sur le plan politique. Et puis, 1973, donc 10 ans après, encore une sécheresse, peut-être un peu moins grave que celle de 79-73, mais enfin quand même quelque chose de très important, 83-84. Donc, si vous prenez en considération le laps de temps de 10 ans, en 10 ans, vous ne pouvez pas reconstruire la politique. C'est pas possible. D'autant que, en plus de ça, quand il y a des phénomènes de sécheresse, de troupeaux, vous avez des troupeaux de chèvres ou de troupeaux, à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'animal leader. Dans tout troupeau, il y a toujours un animal qui est leader qui dirige le troupeau. Donc, ça a été une dispersion généralisée. C'est pas simplement que la dispersion des hommes, c'était aussi la dispersion des troupeaux. Donc, ça a généré, notamment dans les capitales, et plus particulièrement le Niger, parce qu'à l'époque, je parlais au Niger, donc à Agadez et à Niamey, des phénomènes conséquents à la pauvreté, à la mendicité, etc. Donc, une sorte d'éclatement des valeurs des sociétés touareg. Je disais sociétés touareg parce que je vais à l'encontre d'une conception homogène des sociétés touareg mythifiées, qui ont certainement été mythifiées par le politique, par les romans, etc. Là, il faut être très prudent. Donc, ça, c'est la même importance que je disais dans cette thèse. Ensuite, j'ai fait référence au coup d'État. Le coup d'État militaire, donc les rares de ma part, il y a dû en avoir 3 ou 4. C'est important, hein, l'espace de 20 ou 30 ans, c'est pas négligeable. Évidemment, le coup d'État du général Moussa Traoré, et ensuite, il y a eu ensuite les coups d'État militaires de 78-73, ensuite, en fait, disons au moins 3 ou 4 coups d'État militaires. Pas simplement au Mali, hein, surtout d'abord de l'espace de Sahel, au Niger, au Tchad, n'a pas longtemps. Donc, c'est significatif. Ce qui est significatif, c'est que une grande partie des problèmes que connaissent les populations dites sahéliennes proviennent du Sahara. C'est une des raisons pour lesquelles, à chaque fois qu'on demande une interview, je précise toujours que les problèmes
politiques proviennent du Sahara, parce que sur le Sahara, il y a des enjeux extrêmement importants, notamment à propos des ressources extractives. Donc, je fais un petit peu un retour en arrière pour préciser. Au moment des indépendances en 1957, donc avant l'indépendance du Mali l'hiver des années 60, il y a eu la création de l'Organisation commune des régions sahariennes, qui consistait à couper ces pays-là de leur partie septentrionale. Tout le Sahara concerné, Organisation commune des régions sahariennes, qui se crée au moment où on découvre du pétrole à Sinessaoud en Algérie. Donc déjà, il y avait des enjeux sur les ressources extractives. Ça n'a pas cessé depuis, puisque maintenant il y a les problèmes de l'or, le problème de l'uranium et le problème de l'eau. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est le Grand Asie au nord, à Taoudeni, il y a beaucoup plus d'eau que de pétrole. Or, actuellement, les enjeux sont plus sur l'eau que sur le pétrole. La nappe phréatique de Taoudeni, elle est sur la Mauritanie, le Mali et l'Algérie, comme le pétrole. Donc, il y a des enjeux extrêmement importants sur les ressources extractives. Un autre exemple, c'est que l'or, par exemple, l'orpaillage artisanal dans la région de Thessalie, Thessalie, c'est 150 km de la frontière algérienne, c'est à côté. 150 km au Sahara, ça n'a pas de sens, c'est à côté. Donc, il y a actuellement un projet de transformation de l'orpaillage artisanal en orpaillage industriel, et c'est une richesse quand même qui n'est pas négligeable. Il y a quand même effectivement aurifère dans la partie méridionale du Mali. Donc, tous ces problèmes-là du Sahara, l'autre aspect que j'ai annoncé tout à l'heure et que je vais développer un peu maintenant, donc sécheresse, coup d'État militaire et les inévitables rébellions armées dominant de Touareg qui interviennent d'une manière cyclique. C'est important parce qu'il y a dû y avoir aussi, ça finit un peu les coups d'État militaires, il y a dû y avoir 4 ou 5, d'abord la première révolte de 63-64, au moment de l'indépendance. Vous avez certains chefs Touareg qui ont refusé d'être commandés par des Noirs. Bon, la dimension phénotype, elle intervient dans la représentation du politique. Donc, dans les sociétés Touareg, comme dans les sociétés arabes et comme dans les sociétés nord, vous avez des phénomènes d'esclavage. Donc, pour ces gens-là qui, eux, ont un phénotype, disons, occidental, je ne sais pas comment il faut dire que dans l'anthropologie ici, de l'époque coloniale, ne pouvaient pas supporter d'être commandés par des Noirs. C'est inimaginable. Inimaginable. Donc, dans ces conditions, ils ont pris les armes pour éviter ce genre de choses. Cet aspect des relations depuis. Il faut que ça se court. Non, sinon, je m'arrête. Donc, on est en 63. Ensuite, les révoltes se sont transformées en rébellion. Pas la même chose. La révolte de 63-64 n'a pas été préparée. C'est quelque chose un petit peu spontané, c'était pas très sérieux. En revanche, ça devient très sérieux lorsque la première rébellion armée issue aussi de la Libye, certains Tamashek qui avaient rallié les légions islamiques et qui a la protection des légions islamiques. Les légions islamiques, c'était exactement sur le même modèle de la légion étrangère. C'était une photocopie de la légion étrangère. Ensuite, Kadhafi les a intégrés dans l'armée libyenne, avec des grades, etc., etc. Ces gens-là, au moment de la. On est déjà dans les années 2000, quand ils sont revenus, ils sont revenus aussi avec des armes quand Kadhafi a fait l'objet d'une hostilité de l'intervention militaire franco-britannique avant celle de l'OTAN. Il a laissé. On a pu se servir en armes. Donc, ils sont arrivés avec des armes qui n'étaient pas des petits pistolets c'était des armes c'est dans ce contexte-là que se crée un nouveau mouvement, notamment ce qui s'appelle le mouvement national de libération de la Sahara, ultra-minoritaire, qui ne représente que lui-même. Bon, je peux dire aussi quelques mots sur la notion d'Azawad. Donc, la zone, j'ai beaucoup écrit là-dessus parce que c'est une telle imposture
historique, c'est inacceptable. Moi, je suis intervenu en tant que chercheur, je ne suis pas intervenu d'un point de vue politique, mais je me suis appuyé quand même sur qu'est-ce que c'est que la Savoie, sur le plan historique, et qu'est-ce qu'un mouvement de rébellion armée veuille conquérir un territoire, on ne peut pas, ça le regarde, mais qu'il instrumentalise l'histoire des fins politiques, pour les chercheurs politiques, c'est inacceptable. L'Azawad, qu'est-ce que c'est? L'Azawad, c'est la partie des conflits entre Saint-Louis et Azawad. Simplement cette partie-là. C'est ça l'Azawad. Donc, la partie, vous voyez, Tombouctou, à l'est de Tombouctou, ça s'appelle plus Azawad. C'est simplement un problème de variante linguistique. Donc, la racine est la même, si vous avez Azawad. Azawad, c'est la verbalisation de Azawad, qui signifie quoi qu'il en soit, ils ont revendiqué ce territoire-là comme étant le territoire de leurs ancêtres Touaregs. Bon, ils disent ce qu'ils veulent, mais quand on leur pose la question suivante, c'est l'histoire de vos ancêtres Touaregs. Dites-moi quand il y a eu une chefferie Touareg de la Zawad, dites-moi quand il y a eu un royaume de la Zawad dirigé par les Tamashek, quand a eu lieu un empire de la Zawad. Bien sûr, il n'y a pas de réponse, elle n'a jamais vu. D'une part. D'autre part, dans les sociétés de pasteurs nomades, il n'y a pas un rapport au foncier, il n'y a pas un rapport au territoire, il y a un rapport au terrain de parcours qui est complètement différent. Donc, c'était, de mon point de vue, en tout cas, une imposture inacceptable. Ensuite, j'ai essayé de démontrer que tout cet espace de septentrion malien qui était occupé par les pasteurs nomades arabo-berbères, chacun avait une dénomination de ces terrains de parcours. Donc là-dessus, on ne pouvait pas, de mon point de vue, on ne pouvait pas cautionner les revendications des mouvements de rébellion Touareg, qui, faut-il le rajouter, étaient quand même implicitement, pour ne pas dire quelquefois directement, soutenus par la politique française. Il y avait toujours depuis les indépendances, en 1963, c'était très clair, dans les rébellions de 70, 78 aussi, c'était pas très clair. Et puis bon, on arrive maintenant dans les années 2012-2013 avec l'intervention du salafisme djihadiste. Donc, si vous cumulez tout ce que je viens de dire, et dans ce contexte-là, si vous rajoutez le salafisme djihadiste, le persiste, c'est-à-dire que l'appellation terrorisme ne convient pas, parce que le terrorisme est un mode opératoire, et ça marque quels sont les fondements théologiques et idéologiques de ces mouvements-là. Il faut le dire, c'est le salafisme djihadiste, qui est légitimé notamment par les prêches de quelqu'un qui s'appelle Koufa, qui est proche d'ailleurs de l'Iyad al-Mali. Il légitime le recours aux armes dans ces mouvements en disant le prophète, il a fait quoi? Le prophète, il a pris les armes pour se défendre, pas pour attaquer. Or, quel qu'on constate actuellement, c'est que l'islam est attaqué de partout. Donc, il s'appuie sur l'actualité pour légitimer son recours aux armes et pour aller dans le sens de l'application du comportement du prophète. Oui, et la chose aussi très habile, il a des propos d'une simplicité redoutable. Plus le discours est simple, plus vous pouvez mentir et mieux ça marche. Dans un contexte où il y a, je crois, c'est 27 ou 28% de lettrés, je disais de lettrés au Mali. Lettré, ça ne veut pas dire qu'il lit. Ça veut dire que je suis un idiot, donc, ça, c'est le problème de rapport au savoir. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez faire toutes les manipulations possibles parce que tout ça a toujours recours au sacré et au divin. Dans une population musulmane, c'est-à-dire à l'école coranique, le recours au divin est sacré, comment vous voulez dire, elle est à l'encontre du divin et du sacré. Au niveau de la conscience religieuse, c'est un aspect de ces mouvements salafistes et djihadistes. Ensuite, quand vous donnez une kalachnikov à des peuples, à des campements, etc., vous conférez à la personne un pouvoir énorme. Donc, un enfant qui est allé simplement à l'école coranique et qui n'a pas fait d'études particulières, il a une kalachnikov, c'est pas n'importe qui.
c'est pas n'importe qui pour lui-même, mais aussi pour la famille. C'est pour ça que ça se transfère, ça s'irradie au niveau de la famille. Si moi j'ai un enfant qui est dans les groupes de tout ça, bon, ma famille, je sais que je vais pouvoir compter sur mon fils pour me protéger. Donc vous voyez toutes les conséquences perverses que ça. Non, mais c'est dramatique. Là, c'est dramatique. Donc pour synthétiser, si vous cumulez le fait que c'est une société de pasteurs nomades, arabo-berbères, et que dès le début, en 63-64, défavorable à l'indépendance, parce qu'ils ne voulaient pas être dirigés par des Noirs. Je passe le vocabulaire qui était utilisé à l'époque. Il faut dire que l'esclave dans la représentation politique, c'est pas un être humain. Il n'a pas de représentation d'existence. Il n'a pas d'existence sociale. C'est une marchandise qu'on utilise pour les prestations matrimoniales, pour la constitution de la dot, etc., etc. Mais c'est un esclavage de type domestique. Donc, comme c'est un esclavage de type domestique, c'est extrêmement difficile que ça génère une représentation de volonté d'indépendance de ce jouisseur de la tutelle du maître, extrêmement difficile. Parce que petit, l'esclave appelle son maître papa. Donc, vous voyez toute la confusion que ça peut générer. Bon, au cours de la discussion, je pourrais vous donner des exemples concrets des relations entre les maîtres et les esclaves. C'est quelque chose d'assez inimaginable. Donc, j'en reviens à ça. Maintenant, les crises climatiques avec les sécheresses et les famines, l'exil des Touaregs qui sont partis en Libye, qui ont été enrôlés par Kadhafi des légions islamiques, les coups d'État militaires, les rébellions armées, plus de salafisme et de djihadisme, vous voyez ce que ça peut donner pour un pays comme le Mali. Donc on ne s'est pas étonné qu'il ait eu beaucoup de difficultés à sortir de toute cette succession de bourbiers. C'est quelque chose d'affolant. Donc, est-ce que le Mali, comment dire, c'est Dieu qui punit le Mali, j'en sais rien, mais simplement d'une manière beaucoup plus concrète, avec tout ce que je viens de décrire, ça permet aussi de comprendre pourquoi le Mali est dans cette situation-là. Donc, c'est aussi le problème des rapports à la démocratie. Et là, je fais la transition avec le dernier coup d'État militaire, où il y a eu des aspects intéressants, mais sur le plan de la démocratie et sur la liberté d'expression, on ne peut pas dire qu'il brille par la liberté d'expression, parce que toute parole qui ne va pas dans le sens de la junte, immédiatement publie, notamment d'emprisonnement. C'est dans ce contexte-là, et on aurait fini avec ça, que les nouveaux acteurs qui interviennent dans tout l'espace arabo-sahéliens, c'est-à-dire Burkina, Mali et Niger, c'est plus la France. Il faut reconnaître que la politique française n'a pas été particulièrement brillante. Moi, j'ai pris des positions là-dessus parce qu'il y avait tellement d'erreurs de commises avec un comportement d'un président de la République qui. Le nom, excusez-moi. Oui, j'ai oublié son nom, qui a fait des erreurs monumentales, scandaleuses. Au niveau du ressenti, c'était une catastrophe. Non seulement au niveau du ressenti, mais c'était quelqu'un quand même qui avait une arrogance particulièrement redoutable. Je vais vous citer un exemple. C'était à l'époque de l'opération Barkhane. Quand ce monsieur, dont j'ai encore oublié le nom, mais ça ne me revient pas, il est allé voir les militaires français sans passer par Bamako pour saluer quand même le président de la République avait été élu et qui est facilement son aîné au moins de 20 ans. Alors, comment voulez-vous que la population malienne vive ça d'une manière. Ah oui, donc ça a créé une hostilité contre la politique française. Moi, je ne dirais pas, de manière dont les médias français ont présenté les choses en disant que c'était des sentiments anti-français. Non, ce n'est pas des sentiments anti-français, ce n'est pas l'émotion qui a parlé. C'est une condamnation du comportement des militaires français, de la politique, pas des militaires français, mais de la politique française. Donc, dans ces circonstances-là, on sait que tout à la porte de partout. Donc, de nouveaux acteurs ont fait le relais, notamment pour ne citer que trois États importants, les Russes, avec Wagner,
militaire russe, privé, avec Prigozhin, qui était quand même quelqu'un qui était proche du président Poutine, et puis les Turcs. Les Turcs aussi. Actuellement, il y a des milices turques. La Turquie, c'est la dimension religieuse, c'est loin d'être négligeable. Hein. La Turquie, c'est pas n'importe qui. Donc, dans cette circonstance-là, toute la configuration politique que l'on a connue jusque dans les années 2020 ou 21, 22, ça n'existe plus. Donc, et ça sera ma conclusion, ce qui se passe actuellement, en tout cas c'est mon point de vue, on sent bien qu'il y a une sorte de mise en place d'un nouvel ordre mondial qui commence à s'installer un peu partout sur le continent africain, mais pas simplement sur le continent africain. Si on compare aussi ce qui se passe au Proche-Orient, l'ONU, qu'est-ce que c'est que l'ONU? Il y avait un État qui s'appelle Israël et qui décrète que le président de l'ONU est personnellement au matin. Je dis, où est-ce que l'on va? Avec la guerre qu'il y a actuellement avec le Hamas et puis le Hezbollah, il suffirait simplement que les États-Unis d'Amérique suppriment l'armement destiné à l'État d'Israël et qu'il y aura la sécurité. Donc, à un moment donné, il faut situer des responsabilités politiques. Bon, moi j'observe, c'est pas moi qui parle, hein, c'est les statistiques du Hamas, mais au-delà des statistiques du Hamas, on voit bien qu'il y a des processus qui conduisent à des formes de génocide. Voilà. Alors, quand les amis ennemis pareils ont eu recours à la notion de génocide pour légitimer les répressions qu'il y a eu, hein, d'armée, attends, qu'est-ce que ça veut dire un génocide? Qui, bien sûr, est une manipulation politique. Mais ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, c'est des processus génocidaires et qui sont reconnus en définitive par la communauté internationale, puisqu'il n'y a pas de sanctions. Donc, moi, je me dis, c'est vrai que c'est un petit peu crétin, je me dis pourquoi il y a des sanctions sur certains pays, et pourquoi sur d'autres pays qui génèrent des pratiques génocidaires, il n'y a pas de sanctions. Ça veut dire quoi? Peut-être que vous avez la réponse, ça devrait être terminé. Bon. Excusez-moi, j'étais un peu long. En tout cas, les intellectuels maliens et le PEN Mali ont saisi la mémoire de la crise et ont commencé à se réunir depuis 2015 et par des rencontres et des séries de rencontres. Ils ont vu qu'il y a une zone qui était une zone qu'on ne pouvait pas fréquenter, qui c'était de non-droit dans le nord. C'est là où vous avez écrit en associant français, africain, tous les citoyens libres du monde, pour penser la paix et écrire la paix. Et ça, c'est une grande leçon, parce que c'est venu de la base. On ne vous a pas imposé, vous avez vu, vous avez eu conscience que vous avez un devoir envers votre société, envers la collectivité internationale, envers tout le monde, et vous avez écrit paix. Et ça devient quelque chose d'universel. Et je voudrais aussi que vous nous parliez de l'aboutissement de ce travail, de ce flux-là. Votre vie. Merci. Je voudrais tout d'abord compléter un peu mon année introduction en disant que 1957, le programme qui a dévoilé tout ça. Les chefs toilettes se sont réunis dans une unité d'histoire avec le Mali. Le Soudan, c'est important. En 1963, ce qui s'est passé, ce n'était pas une révolte, ce n'était pas une révolution, une révolte, mais c'est des quelques activités qui ont refusé de payer les gens. Et que pour ça, il y a eu des représailles sauvages.
qui a fait que l'événement a atteint depuis la nuit, bon, ça s'est passé, il y a eu beaucoup de tueries, et les enfants de Martin, eux aussi sont reportés, ils ont dit que c'est pas fini, bon, voilà, c'est parti. Ils ont eu un dépôt sonore à midi, c'est parti. C'est peut-être arrivé dans les grandes parties. Et ils sont revenus à protection. Mais en réalité, pour ce qu'il faut dénoter, c'est que le Nord du Mali évite. Le Nord du Mali évite. La partie du peuple, c'est possible. Or, la nature a horreur de l'unité. La nature a horreur. Vous pouvez faire le Tombouctou à Rouen et l'unité. Tout de suite. Vous ne rencontrez même pas les humains. Donc, c'est une véritable poudrière. Les gens se trouvent. D'autre part, ce qui s'est passé aussi, c'était la crise. On n'a pas la crise. La sécheresse. La sécheresse de 1933. Ça a été vraiment un bon moment que même m'échappe pour le qualifier. Il y avait des gens qui ont passé du jour au lendemain de l'opulence extrême de la pauvreté extrême. Il y avait des gens qui avaient bien une tête, tout c'est bien immédiatement. Voilà quelqu'un qui ne savait comment le voir. La pauvreté n'est pas une facilité. Et la pauvreté a des vices aussi. Il y a des vices. Ça. Mais au-delà de tout ça, il faut se dire que ça, un problème de leadership de qualité. Il n'y a jamais eu une gouvernance vertueuse. Il n'y a jamais eu de chef. Vous avez les chefs. Un chef, on ne l'improvise pas. Un chef, ça se prépare. Ça se forme même. Mais chez nous, c'est complètement chef. Il n'y a pas chef, tout le monde. Mais on a eu des chefs spéciaux qui sont sortis de nulle part et deviennent chefs. C'est pas possible. Il y a eu ce qu'on appelle aussi la lutte du sang. La lutte des semblables. Marx écrivait, Marx disait toujours la lutte des contraires. Mais jamais la lutte des semblables. Il y a eu un peu de la lutte des semblables. On n'aurait jamais pu penser au Mali que des peuples peuvent tirer sur des barbares, ou que des droits sur des peuples. Il y a eu tellement de brassage, tellement de métissage, que tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde connaît tout le monde. Vous n'avez même pas besoin de parler de l'histoire. Mais c'est tout ça qui a été. Il y a quelque chose qu'il faut dire, souligner de rouge. Et que nos États sont répandus. Parce que nos États ont continué ils sont portés du sommet à la base. Ok, c'est de la base au sommet qu'il faut continuer. Il faut partir à la base. Il faut que les bases soient construites. Le sous-bâtiment, c'est ça qui est. Et ce qu'il n'a pas dit, peut-être que c'est bon. Comme un château et maintenant, nous, conscients de tout ça, ils sont manqués de nom pour dire c'est des trucs. Pas de l'audace. Faut qu'à la base, si on réfléchit profondément, on doit être sur les bases. Et vous montez le valeur. C'est ce qui a fait que nous savons le pays créer une couche nord. On peut partout, au moment où on a passé ça, elle m'a j'espère que vous voulez venir, etc. Mais on continue à se battre. Hein?
Il n'y a pas venu que non, on n'est pas dans, on va se battre. Mais un jour, ça va rester. Maintenant, les problèmes, il y a vraiment des problèmes. Et si on ne les réussit pas, c'est pas que je n'arrive pas à dire comme l'autre, le monde va à sa tête. Mais une troisième guerre mondiale, c'est très bien. Avec les choses, une troisième guerre mondiale. Et une troisième guerre mondiale, c'est quoi? C'est la fin du monde. Vous savez, je dis à des enseignants, moi je suis enseignant, à des étudiants, des étudiants, je leur disais que, vous savez, tout le monde, il y a des familles très célèbres, Albert Einstein. Tu m'en connais Albert Einstein? Il a sa famille célèbre, la théorie de la relativité. L'énergie égale une multipliée par C égale de la. C'est la lumière. M, c'est la masse du corps. Et c'est ce qui a permis à l'homme d'aller sur la Lune. Et il y a les nombres de là, c'est Mars et tout ça. Et ça, il transforme ça dans la vie pratique. En disant que les grandes heures, c'est l'efficacité. Si vous cherchez l'efficacité, c'est égal. Le petit homme, c'est le moyen. Mais les choses là, c'est le comportement. C'est le comportement qu'il faut calmer pour avoir l'efficacité. Et c'est le comportement où on arrive. La deuxième exemple pratique qu'il y a, tous les ingénieurs qui vont se développer, comment on peut calculer la résistance de l'air pour permettre à il faut calculer pour permettre à un avion de décoller. Mais combien de ces ingénieurs sont des pilotes? Partout, il faut des pilotes. Il faut des ingénieurs. On ne peut pas on ne peut pas conduire des gens, être arrêté des gens, avoir des comportements de gens. Si on parle dans le détail, on peut. Je voudrais que vous me parlez un peu, vous me parlez un peu de la zone de non-droit. La zone de non-droit dans le monde. Auparavant, on a abordé le problème de la construction de l'État au moment de l'indépendance. C'était important. Au moment de l'indépendance, les forces africaines progressistes voulaient conserver la même organisation spatiale laissée par le colon. Comme entité politique importante. Important. Les forces progressistes. Dans ce contexte-là, la France a dit que pas question, on va vous créer des États. Donc la création des États actuels, qui ne résultent pas de processus historiques endogènes, sont le résultat d'une imposition politique de la France de l'époque. On va vous créer des États avec l'intangibilité des frontières. Voilà ce que ça veut dire. Mais, excusez-moi, mais ce n'est pas fait pour le Sénégal et pour le Mali. Parce qu'ils ont eu le contre-coup. Ils ont formé ce que la France ne voulait pas. Ils ont fait une fédération du Mali. La fédération du Mali, qui a duré ce qu'il a duré. Parce qu'elle a été classique aussi, la fédération du Mali. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a une entité d'entente, de fédération entre les deux pays. Cette fédération a été cassée par qui? Par la France. En fait, ça, c'est important. C'est ce que je dis, c'est-à-dire que, effectivement, l'approche politique de la Fédération du Mali était une des formes de conservation de l'espace politique laissé par la colonisation. Mais les forces progressistes panafricanistes allaient bien au-delà de ça. Bien au-delà de ça. Donc, ces États-là, la construction de l'État ne résulte pas, encore une fois, de processus politique historique endogène. Chez nous, l'État est le résultat actuel, est le résultat de 200 ans ou 250 ans d'histoire. Et par rapport à la démocratie, il y a eu quand même 3 ou 4 révolutions, incluant la Commune de Paris, pour maintenir la démocratie.
Donc ce n'est pas du tout été le cas en Afrique. La formation politique n'a pas eu ce genre de situation. Donc le problème se pose en termes aussi de conscientisation du politique. Alors là, je fais référence aux conférences nationales. Les conférences nationales qui ont été quand même quelque chose d'extrêmement important. Liberté de parole, liberté de la presse, création de 150, 200 partis, ce qui réunit strictement à rien. Bon, dans ce contexte-là, la démocratie a été réduite, ultra réduite à la démocratie élective. Alors, les conditions d'application de la démocratie élective, elles sont loin d'être transparentes. Mais oui, on retombe toujours sur le même problème, le népotisme, le clientélisme et la corruption. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu effectivement une pratique démocratique qui a permis à ces États-là de décoller, y compris dans leur développement. Ça pose le problème aussi de l'aide au développement. Donc, pour ce faisceau de problèmes, on peut comprendre aussi que ces pays ont eu beaucoup de difficultés à décoller et à affirmer leur souveraineté politique. Là, de plus en plus, on voit qu'ils affirment leur souveraineté politique, et la nouvelle phase qui est actuellement en œuvre, c'est que cette souveraineté politique doit être assortie de souveraineté économique. Si on prend l'exemple du Niger, le Niger, c'est un peu la même situation qu'au Mali, hein, c'est pro-russe, etc. Ils ont créé des sociétés nationalisées. Ils ont nationalisé le pétrole, ils ont nationalisé l'uranium, donc les nouvelles sociétés, etc. Donc, il y a des mouvements qui sont en train de s'exprimer. Maintenant, sur le problème de la paix, comment développer une politique de la paix dans les circonstances où vous n'avez pas de liberté d'expression? C'est-à-dire que si vous défendez la paix, vous remettez en cause le pouvoir actuellement en place. Donc, vous voyez la difficulté de mettre en œuvre une politique de la paix. Alors, Sirfi est un des rares qui peut publier ce genre de choses. Donc, après, se pose le problème pour moi, comment la société civile, la société dans sa globalité, peut s'accaparer et s'approprier ce genre de travail et mettre en œuvre une politique qui va dans le sens de la paix. Bah oui, on est toujours confronté à ce problème des rapports de force politique, donc des problèmes de gouvernance. Actuellement, on ne peut pas dire que si vous donnez des propos un petit peu douteux, la jeune va vous applaudir, oui, c'est très bien. Ah, t'es pas content? Là, allons, ce sera mieux là-bas. Donc, dans cette situation, quelles sont les possibilités de sortir de cette crise? C'est pas une crise, c'est des crises multiples. Comment faire? Je vous pose une question. Alors, par rapport à un pays qui n'est pas dans la zone dont vous parlez proprement, soit le nord du pays commence à la partie du Sahel, c'est parce que j'ai vécu, ça m'intéresse ça. D'un titre, et puis ça m'intéressait beaucoup ce que vous expliquez, qui peut être endogène ou exogène. Alors, c'est la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, comme c'est Touré affirmé pendant 25 ans, dans son acte, une bonne douzaine d'années, etc. Alors, je ne dis pas que je défends la chose, hein, mais ça a forcément été plus endogène parce que c'était fermé. Et ça a tenu plus longtemps. Je crois que ça commence à déraper. Mais ça dérape quand même moins que les pays du Sahel. Alors, vous voyez, ça m'intéresse l'endogène et l'exogène. Je peux développer la question. Merci. J'ai été à côté de Sékou Touré. Et Sékou Touré a gagné le combat à 25 ans dans la conscience intervention. Et il a mis le peuple. Le premier combat de Sékou Touré, c'était l'autosuffisance alimentaire. Et l'école. À l'école. Parce que j'étais en Guinée. Parce que Sékou Touré, d'octobre 1958 jusqu'en 1983, Sékou Touré avait tenu son. Et le peuple s'est développé. À l'intérieur, on avait l'autosuffisance alimentaire, on n'importait pas de riz. Le fognon, on ne l'importait pas. Le sorgho, le mil, et les gens, ça marchait. Ce qui ne marchait pas, c'est que l'argent ne pouvait pas dépasser la frontière. Alors, le prix, c'est 100 000 morts. Ouais. Mais il n'y a pas de révolution en France. Et puis c'était de pouvoir s'appuyer sur les pays dans la Libye.
notamment pas dans ce qui marche chez moi. C'est adossé aussi à ça. Ce qui plaisait pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est de faire référence à l'école. Pourquoi l'école et la santé se cassent la gueule, c'est l'expression, c'est la politique de la Banque mondiale. C'est quand même des institutions de Bretton Woods qui ont eu des conditionnalités, des conditionnalités d'application de tout ça, des processus de privatisation qui ont généré des problèmes structurels. J'ai oublié de parler aussi de la dévaluation du CFA. La dévaluation du CFA a débouché sur le fait qu'il fallait rembourser la dette au prix d'avant de la valeur du CFA, donc 2 fois plus. Comment voulez-vous ces États-là évoluer et affirmer leur souveraineté? Comment voulez-vous, à un certain moment, qu'il n'y ait pas un phénomène de ras-le-bol? Quand il y a des rébellions, la première chose qui revient, c'est la demande que le CFA disparaisse. C'est le symbole de la réalité. Mais ça, c'était la politique de dédollarisation, ça c'était Kadhafi. Mais Kadhafi avait un pouvoir qui lui permettait de créer une nouvelle monnaie qui concurrençait le dollar. Maintenant, l'Alliance des États pour le Sahel et la Confédération mutuelle, il n'a pas suffisamment de moyens financiers pour pouvoir créer une nouvelle monnaie. Quand le Sénégal avait déclaré qu'il allait créer sa monnaie nationale, c'était une déclaration d'intention. Simplement, le seul qui pouvait faire ça, c'était Kadhafi. Non seulement il l'avait déclaré, mais aussi sur le plan des télécommunications, il pouvait contrôler l'ensemble du continent africain. Comment voulez-vous qu'on fasse avec un type comme ça? Il faut le tuer. C'est ce qui s'est passé. Alors, pour en revenir à la paix, moi, de ce que je connais des populations maliennes, et plus généralement de l'espace euro-saharien, je ne connais pas de gens qui sont favorables à la guerre. Donc, la paix, c'est quelque chose aussi qui se construit avec les gens dans des phénomènes de crise et d'antagonisme violent. Comment sensibiliser à la paix? On peut s'appuyer aussi sur l'islam. Hein. L'islam, avec la notion de pardon, etc., est fort plus de paix. Mais j'observe quoi? J'observe que l'organisation de la conférence islamique, les grands imams, ils n'interviennent pas comme ça, la constitutionnaliste. Moi, je n'ai pas entendu intervenir là-dessus. Ça, c'est pas. La Oumma islamique n'est pas une entité qui génère la paix. Non, c'est pas je précise, c'est pas ce que je dis. Je dis, ils n'interviennent pas sur le salafisme. Il ne faut pas intervenir parce qu'ils se haïssent. Tous les Arabes se haïssent. Oui, alors s'il laisse le déterminement du salafisme djihadiste par les armes, quelque part, il cautionne. Ah oui. Ben oui, s'ils n'interviennent pas, c'est leur rôle aussi de dire. Mais comment voulez-vous qu'on dise que l'islam est l'islam moi je pratique, que vous pratiquez, l'islam prône la paix. Nous prenons la paix, nous prenons toujours la paix. Mais pourquoi les autres ne prennent pas la paix? Pourquoi? C'est ce que je dis. Vous avez l'organisation des frères musulmans, qui a une tendance au sein de l'islam. L'islam n'est pas homogène, c'est les intérêts. D'accord, mais ce sont aussi des musulmans, c'est une tendance. L'islam n'est pas homogène entre les sunnites, entre les chiites, les différents mouvements. Et une prolifération de mouvements. Je ne dis pas que l'islam est porteur de guerre, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Je dis que je suis surpris de ne pas entendre des imams qui sont pour l'islam confrérique et l'islam dominant dans le septentrion malien qui ne font pas position sur le salafisme djihadiste. C'est un courant de l'islam à condamner qui doit être condamné parce qu'il a recours aux armes. C'est leur boulot de le faire. Au même titre que c'est le boulot de l'organisation de la conférence islamique de dire cet islam-là, ce n'est pas notre islam, on n'en veut pas. Ils ne font pas. Mais le silence, c'est une caution. C'est ce que je dis. C'est une caution. On n'en pas parce que l'islam n'a jamais dit de prendre les armes pour tirer. Non, c'est ce que je dis. Il le dit bien dans son livre. Oui, c'est par rapport à ce que moi, souvent, dans les conférences, je me garde de parler de parce que les gens sont tellement passionnés. Passionnés.
il passe à côté de la religion telle que nous l'avons étudiée. La religion musulmane, la religion musulmane, oui, c'est important. Si vous lisez le Coran, vous savez que le Coran commence par une Fatiha. Fatiha, ça veut dire d'ouverture. Donc, il veut expliquer. Et ça finit par Nas. Nas, ça veut dire des gens. Ça veut dire aujourd'hui le caractère social de l'homme, un intellectuel. Non, attends, beaucoup, c'est compatible. Non, le plus on se dit, le plus musulman qu'ailleurs, on peut dire un islam tolérant, un islam modéré. On accepte toutes les religions. On peut accepter il est en train de faire un dialogue entre les religions révélées. Et on a commencé à réfléchir. Ça passe très bien. Il y a une liberté. Et c'est le même Dieu. Avec c'est le même Dieu. Les gens qui définissent ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'islam politique, qui n'existe pas. C'est moi, là, je vois des gens qui parlent de l'islam politique. L'islam politique. Entre les religions et les religions, il y a un pas. Et chez nous, on dit ça nous a qu'il y a deux polices à beaucoup, tu connais bien. Il y a la police du savoir et la police du pouvoir. C'est pour faire à part. Mais ça raconte jamais. Religion et politique, ça raconte. Hein? C'est dit, je voudrais compléter un peu en disant que quand on a créé l'organisation de l'unité africaine, c'était notre président de l'époque qui avait demandé qu'on mette l'intangibilité de frontières unité. C'était polémique. Mais en réalité, c'est une frontière poreuse. Quand on correspond tout le long des frontières, c'est les mêmes familles. D'un côté comme de l'autre, c'est les mêmes familles. On a créé une famille. Expliquer le problème. Il y avait par rapport au Mali, il y avait un de nos grands écrivains, c'est le Badam Piatek de la Sonna, qui disait par rapport au lendemain des indépendances, les gens avaient honte de nous, les fonctionnaires tout ça, ils avaient honte de nous. Si on te prend, c'est la mort. Bon. Autant du second régime militaire, comme c'était un régime militaire puissant, les gens avaient peur de voler. Mais depuis l'avènement de la démocratie, les gens n'ont ni peur de voler, ni honte de voler. Donc, ce qui s'est passé chez nous, on a eu une démocratie à part. Peur de fatal. C'est vraiment pas une démocratie. Tout le monde est découragé. Pour aller au sein des masses populaires, il ne croit plus à nous. Donc, il faut croire en nous. Avant de comprendre, il faut croire, pourquoi. Et c'est pour ça que nous, on ne peut pas être. Mais il faut éviter qu'on le font des imams chez nous, des imams. Il y a instrumentalisé la religion. Dans le prolongement de ce que je viens de dire, des exemples concrets. Un exemple concret du salafisme que j'ai vu, parce qu'elle est réelle. Vous volez, on vous coupe la main tout de suite. Ça passe un modèle aussi. Oui, non, bah, attendez, je continue. Maintenant, si vous portez plainte au niveau du ministère de la Justice, vous allez avoir une réponse, une sanction qui va s'exercer sur le voleur 2 à 3 ans après. Qu'est-ce que voulez-vous que moi je pense? Je pense que la justice, elle est rendue immédiatement. On coupe la main, bam, c'est terminé, on arrête. Ça va plus le finaliste, l'application de la jardine. Ah oui? Et alors, vous nous parliez de la destruction également du patrimoine culturel du Mali et de ce que vous avez fait pour sauver
les manuscrits, est-ce que vous pouvez nous évoquer ce Je le parle avec les calculs du célèbre. C'est passé à Tomokri, c'est il ne faut pas penser que les Tomokiens il ne faut pas penser qu'à Tomokri, on peut s'attaquer au sein. Mais la part de l'occupation, ça sont partis casser les seins, c'est bon aussi. So, between the months, keep the shit. And that's why the brother, that's the man that's something. Hey, part of one of them. Le manuscrit, il a pris à amener le pas de manuscrit par Bamako, à la capitale, il est porté. Maintenant, on a plusieurs pour que ça arrive à bon, c'est d'autres problèmes. Mais c'était dans la capitale. Bon, c'est pas encore arrivé à ici, on pourrait parler avec l'appui de l'UNESCO, jusqu'à les donner le moyen de restaurer les mondes. Il a restauré toutes ces choses. Après, Faki, celui le chef de police des terroristes, il a été traduit par la police. Il a été jugé pour gagner. Bon, il a présenté, quand il faisait ça, il n'était pas, il n'avait pas ce moyen qui se donne. C'est pas que Dieu. Il a agi comme ça. Il a présenté les outils. Et nous, on est monté au prénom pour dire quoi. La tolérance est humaine. Mais le pardon est divin. C'est ce que dit la personne, c'est le pardon. Donc, on dit qu'on va pardonner, mais on ne va pas oublier. Plus que les choses comme ça, il a pardonné. Après ça, on a condamné en son vie. Mais c'est que le sang passe au préjudice. Donc, le préjudice, la vie de la plus importante, c'est bonne volonté de Dieu. J'ai suivi les Canada qui ont mobilisé des fonds pour le manger des victimes. C'est ça, on est au XXe siècle. En matière d'argent, dès qu'il y a l'argent, les sentiments passent à côté. C'est sûr, on a eu tellement de problèmes, il n'y a pas 2 semaines, c'est tellement éprouvé, il n'y a pas 2 semaines que j'étais à le parti. Essayer de dédommager les gens. Mais l'homme, c'est le premier principe. Comme les gens s'expriment. Il s'est même pas ça, il a dit, ils ne sont pas contents. Jusqu'à l'autre, quand tu as venu, et là, pourquoi pas moi? Voilà les problèmes de personnes. Tous les problèmes, c'est les problèmes. Il ne faut pas résoudre ce problème. Il ne faut pas un problème. Et ça nous a créé des problèmes. Mais je pense que ça va se passer. On continue le processus jusqu'en décembre 2015. En décembre 2015. Personne ne le 2025. Je pense à 2015 qu'on a commencé. 2025. 2016, maintenant, les gens, bon, il y en a qui sont contents. Il y a certains qui ne sont pas contents. C'est plus important ou pas. Mais en réalité, tout ce n'est pas. Le préjudice, l'impunité, la perte de valeur, c'est ça que nous avons. C'est déjà la chose.
C'est-à-dire que, vous savez, on peut créer une méthode dans la créance. Mais on ne peut jamais créer une méthode sur les déchets. On ne peut jamais créer une méthode sur les déchets. Donc, si on arrive à supporter des problèmes d'impunité, je donne des exemples souvent. La Corée du Sud, le gars, en 1954, ils avaient les mêmes motifs. Même un peu en faveur de l'Inde. Donc, c'est la Corée du Sud qui a aussi question de mentalité et de confort. Si on essaie de changer de mentalité, de mode de pensée, on pense à l'Europe, faire les travaux de l'Inde. Les gens ont décidé le Japon. Le Japon est une plus grande situation. Le Japon n'a pas de ressources. Mais il a des ressources les plus importantes, des ressources humaines. C'est normal. Et la communauté de les comportements. Ils ont changé le comportement. Le patriotisme, c'est le nationalisme. C'est un défi. Il faut continuer à élever, c'est comme ça. En tout cas, la paix est une construction permanente. Elle est permanente, cette construction-là. Il faut que tout le monde s'y mette pour chercher la paix. Parce que la paix a une dimension, la culture de la dimension de la paix. Parce que dans l'ensemble, entre familles, entre collectivités, par rapport au nouveau Dieu qui est élu, les gens ont beaucoup de une valeur de coexistence comment ça dépend. Il nous faut tous les jours cultiver en permanence la paix. Avec soi d'abord et avec les autres, avec les autres. En tout cas, le Mali a fait exemple. Quand vous avez pris conscience de ce qui s'est passé, les écrivains, les journalistes et les romanciers, les intellectuels du Mali se sont réunis pour rééduquer les gens, rééduquer. La rééducation, est-ce que c'est rééduquer? C'est une forme de rééducation. Et maintenant, la majorité de la population malienne. Au-delà de l'équilibre, au-delà de l'équilibre, est-ce qu'il y a des actions qui sont développées? Parce que c'est pas tout le monde qui dit. Mais voilà, c'est pas pour concrétiser la chose. Est-ce qu'il y a des actions qui sont développées? Mais c'est pourquoi le développement des langues autochtones. Au Sénégal, on écrit, les langues sont écrites en Diola, en Serer, en Wolof, en Peul. On écrit, c'est pour aider les gens. Et il y a aussi des gens, des personnes ressources qui vont vers les gens, qui vont réunir les collectivités, discuter avec eux sur les gens qui sont dans les villages sont plus futés que nous qui sommes dans les grandes villes. Hein? Réunir les gens à parler de ce genre de problème, c'est plus possible. Donc, comment faire voilà, est-ce qu'il y a des actions qui veut dire est-ce qu'il y a des actions la paix va venir par la population. Aujourd'hui, la population ne peut pas parler. Même nous qui sommes à l'extérieur, quand on parle avec nos familles, les téléphones, on nous demande de faire parce que ce n'est pas tous les solutions. Donc, comment on va cultiver cette paix? Pas possible aujourd'hui. Le problème est là où on ne veut pas en parler. Il faudrait que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ouvrent les portes et permettent aux gens de s'exprimer et de dire là où ça fait mal. Parce que tant qu'on ne parle pas, quand on parle d'un médecin, on n'a pas de diagnostic qu'on a, on ne peut pas soigner. Et ce problème, il est là, on le sait, mais on nous empêche d'en parler. C'est ça le problème. Aujourd'hui, même si on veut organiser, il y a des études d'avant où on organise des conférences, des événements sur le Mali, là, on a même peur d'organiser ça. Même en France, parce que nous, on a fait, voilà, des tables rondes avec les Français, on va dire qu'on est des éléments de la France. Voilà, donc on ne peut pas le faire.
on a beaucoup d'idées justement pour de l'extérieur, ce qu'on voit de l'extérieur, dire voilà, nous, de l'extérieur, on a une autre vision, on va peut-être apporter ça au Mali pour justement amener le fait. Mais aujourd'hui, on l'a fait pendant des années, on s'est dit, au moment où il y a eu le renversement du pouvoir, on s'est dit, chouette, c'est le moment, on va nous laisser y aller. Et c'est là qu'on nous a bloqués. Voilà. Donc, ma fille, c'est comme vous dites, rien. Bon, nous, on dit clairement que l'impossible n'est pas malien, mais c'est seulement. Ah, tu quoi? Mais, en fait, on ne passe pas dessus. On passe pas dessus. Le circuit de communication le plus porteur, c'est le mot du système, le choix. Donc, on passe par des circuits, comme je le dis souvent, des circuits poussants, un peu comme circuit. On passe par le lissage à l'autre. Alors, on développe ça, c'est pas qu'on développe ce qu'on appelle la communication action. La communication action, c'est convaincre. Il faut convaincre. La pédagogie. Il faut convaincre. Si toi tu es convaincu, je suis sûr que ton prochain interlocuteur qui arrivera à le convaincre, et que tu l'as dit, on aura. Mais dans le contexte malien aussi, il faut éviter la communication moderne, c'est tout ça. Mais il faut éviter deux choses. Le premier truc qu'il faut éviter, c'est la surcommunication. Là aussi, au Mali, on surcommunique. Il y a tellement de radios, il y a tellement de journaux, non? Mais les gens sont tellement sollicités et finalement, ils sont perdus. Le deuxième truc qu'il faut éviter, que nous cherchons à éviter, c'est la malinformation. Et les gens, pour le temps maintenant, c'est le mensonge. Tout est mensonge. Et quand il faut participer à la personne qui est enseignée, il ne faut pas mettre les machines là. Il a contre-vérité. C'est ça. C'est des défis. C'est des défis pour les défis. Et plutôt ça. Plutôt là, moi, j'essaie de convaincre les gens qu'on parle toujours de développement. Le développement, c'est le développement, c'est demain. Tout le monde aspire au développement de demain. Le développement de demain, c'est l'investissement d'aujourd'hui. Si vous voulez avoir le développement de demain, donc si on a la France aujourd'hui comme ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ont investi pour gagner tout ça. Mais, problématique culturelle. Et la plupart de nos ancêtres ne sont pas cultivés, ils ne sont pas instruits, ils sont intelligents, mais ils ne sont pas instruits. En réalité, les domaines sont cultivés. C'est aujourd'hui. Tout est c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un petit impossible. De longue année. Mais il faut que les gens atteignent ça. Et là, il faut le convaincre. Et qu'est-ce que vous avez été en danger vous-même, vos amis du Mali? Est-ce que vous avez été en danger vous-même? Les gens qui font le Mali aujourd'hui? Il y a un jeu de mort, Non, c'est eux, pas vous. Est-ce que votre parole est assez libre ou parce que là on est à Paris, c'est sympa, mais comment ça se passe? Non, parce que quand on a fait ça, on avait un régime qui peut en témoigner. Il y avait un régime qui était ouvert. La démocratie qui était ouverte. Sans traité. Ils nous ont même soutenus. Continuez à. Mais maintenant que le livre sort. Maintenant, il y a une transition. C'est militaire. C'est la foi. Au Mali, et l'argumentation de la force, non la force de l'argumentation. Nous, on donnait l'argumentation la force de l'argumentation. Non, mais quand même de plus en plus,
il y a des voix qui se lèvent pour dire, c'est quoi ça, je pense. Pour les gens, ils n'ont rien, ce ne sont pas des gens qui veulent. Moi, je ne fais pas de politique, je ne fais pas des gens qui veulent la politique. Ils parlent parce qu'ils parlent pour dire des vérités à des fins constructives. C'est à des fins constructives. Bon, on n'est pas un métier pour le moment. Mais madame, elle veut dire que les gens qui peuvent parler sont en prison, ceux qui devraient parler, ils doivent parler. Non. Ça, tu ne connais pas. La réalité, elle est celle-là. C'est vrai. Il y a des gens qui même, je sais, Malik, il y a des gens qui sont en train de réunis. Plus de gens privés. On est venu, on les ensemble. Jusqu'à présent, ils sont. Ça s'appelle la résistance. On peut faire la résistance, mais Oui, ça apporte quelque chose. il y a un de nos premiers ministres, un ancien premier ministre, qui est venu ici. Moi, je voulais vous inviter. Il est venu ici, il voulait pas. Oui, Et ça m'est sorti grandement à l'application de la police française qui nous revoit. Qui ont empêché l'ensemble public de la alors qu'il a été reçu à la base du travail, ça s'est passé avec des Maliens, ça fait normalement. Je parle de jeux. Tout le monde, je ne pas parce que je suis politiquement avec lui, mais je pense que dans un pays, ce droit, on doit avoir ce droit-là. Au Mali, aujourd'hui, on n'a pas ce droit-là. Nous, on a envie d'aller faire en sorte que le Mali, parce qu'on est les Maliens, on tient au Mali. Parce que sinon, moi, si j'étais pas au Mali, j'allais faire le bazar et tout, j'allais faire tout ce que j'ai envie. Là, aujourd'hui, je ne le fais pas parce que j'ai encore ma famille là-bas et j'ai envie d'y retourner. C'est quand même grave. C'est quand même grave qu'on en arrive là. Là, aujourd'hui, en France, on a des trucs sur des sujets pour lesquels j'ai envie de m'exprimer. Et on m'a dit, je n'ai pas ce droit-là. On dit ici, on a le droit, mais ce n'est pas vrai. La réalité, elle est là. On a vu des gens qui ont parlé ici, ils sont partis au Mali, ils sont en prison. On a vu des Maliens qui ont parlé, qui sont en prison. On a le droit de s'opposer, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec le régime. Même si c'est lui, je ne sais pas. Un peu des médias, des médias. Et puis peut-être quel avenir avec ce gouvernement de transition, entre guillemets, qu'est-ce qui risque de se passer, qui sont les... Est-ce qu'il y aura des élections non, je ne crois pas une seconde. Quand il y aura des élections, on dira. Oui. Merci. Des vraies élections. Oui, absolument. Des élections exceptionnelles. Tout le monde doit s'y mettre pour que ce changement de la constitution. Vous voulez les élections, donnez le temps pour que les élections puissent avoir lieu. On est dans une phase exceptionnelle, parce qu'on a des crises, peut-être qu'on a ouvert des portes partout, de l'instant, les retraites, mais, comme l'a dit le doyen, il faut avoir des consciences. C'est un processus de longue haleine, on veut un changement, et ce changement, ça a des prix aussi, donc peut-être qu'on est en train de penser que on paye ce prix-là. Selon moi. Mais, pour moi, non, pour nous, c'est notre droit. Quand on veut un changement, on a toujours dit on veut un changement. Maintenant, il veut des changements s'opèrent et que ça commence, on ne veut plus. Finalement, il faut se postponer. On veut le changement, mais pas dans ces conditions-là, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus au Moyen-Âge et qu'on a des moyens qu'on peut utiliser sans passer par ces moyens, je veux dire, un peu violents. On n'est pas obligé forcément de passer par la violence pour y arriver. Aujourd'hui, avec les réseaux, avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup plus d'éléments qu'il y a 100 ans. Même la France, c'est pas devenu la France en un jour, il a fallu passer par des moyens. Mais aujourd'hui, on n'est pas obligé d'utiliser ces mêmes moyens qu'ils ont utilisés il y a 100 ans. Je suis désolée. Voilà.
On est dans les temps politiques, c'est ça, voilà, temporalité politique, c'est différent. Pour la question des médias, il faut quand même vous rappeler que RFI est interdit, France 24 est interdit, TV50 est interdit. Comment ça fait? Ça commence à parler, hein. Bon, reste la presse malienne. Est-ce que la presse malienne, vous posez la question, est-ce que vous pensez que la presse malienne est libre? Non. La liberté d'expression ne doit pas s'exprimer. À partir de ce moment-là, tout est bloqué. Alors que si vous prenez maintenant les réseaux sociaux, comme on dit la toile, je vous passer pour l'information par la toile, ensuite essayer de discriminer les fake news, de la vérité, etc. C'est une complexité redoutable. On n'a aucun moyen concret pour dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Il y a une part d'intuition qui permet de dire bon, ça on ne peut pas, c'est faux. Mais sinon, tout le rapport des médias et des journalistes, toutes ces valeurs-là, disparaissent complètement. Mais là, il y a quelqu'un qui s'appelle, j'ai oublié son nom aussi, qui a écrit Que faire. Alors, adressez-vous à Lénine, il va peut-être vous répondre ce qu'il va falloir faire. Mais alors, ça veut dire aussi que sur les réseaux sociaux, pour rebondir sur le problème de la paix, moi, j'entends pas beaucoup de discours politiques qui sont porteurs de paix sur les réseaux sociaux. Pratiquement pas. Prenez Madilag, si vous écoutez souvent Madilag, il n'y a pas. Madilag, c'est quand même quelque chose d'important pour les Maliens. Donc, que faire? Moi, je veux bien qu'il y ait des déclarations d'intention, mais à un moment donné, c'est concrètement qu'est-ce que l'on peut faire. Moi, quand on me pose la question, je suis complètement désarmé, y compris pour faire des analyses politiques. Actuellement, c'est très, très difficile de faire des analyses politiques. C'est quasiment impossible. Impossible parce que vous avez une somme d'informations qui vient avec des contradictions en pagaille, etc. Et puis l'histoire est en train de se faire. Donc comment analyser politiquement quand l'histoire est en train de se faire? Donc ça peut faire que des analyses factuelles, ponctuelles et pas plus. Alors qu'on a besoin aussi de projeter dans l'avenir, de faire des analyses qui anticipent qu'est-ce qui se passe actuellement. C'est l'immédiateté tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et cette immédiateté, elle est flexible à tout moment. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est comme ça. La même chose demain sera interprétée différemment. On se rend compte de la difficulté pour faire des analyses politiques, donc de la difficulté aussi pour mobiliser, pour conscientiser les gens. Et puis c'est universel, ça. Comment? C'est universel, ça. Là, surtout, on parle du Mali, mais comment marche l'information? Oui. Moi, j'ai une interrogation. J'ai une interrogation. Je pose une question. Parce que depuis qu'on a interdit France 24, on a interdit RFI, on n'entend plus les dialectes. Et si on les remet en place, on dit qu'on a créé ceci. Mais c'est ça que je me pose la question. Pourquoi? Depuis qu'on a interdit ces médias-là, on n'entend plus les rebelles. On n'entend plus. On n'entend plus. Et voilà, je pose la question, je suis un spécialiste. Depuis qu'on a interdit, tu n'entends plus. Il n'y a plus de. Tout est calme. C'est pas pour autant que ce qui se passe actuellement avec les élections dans les palais par la guerre ne sont pas connus. Même si France 24 et RFI n'en parlent pas, on est au courant de ce qui se passe en Mali avec les défenses militaires. Écoutez la vie, sans être malheureux. Tout le monde le fait. On le sait, prenez Malilag, prenez les textes sur la toile, vous avez toutes les informations là. La manipulation, on parle, c'est des choses, ça va, mais si on en passe pas. Madame, c'est pas parce qu'on entend plus que ça ne se passe pas. C'est en fait, c'est grave, c'est un souhait. Mais aujourd'hui, au Mali, je vais dire en connaissance de cause, on a entendu tout ça, mais les gens sont bien informés avec les réseaux sociaux, avec les sites parallèles, donc tous les réseaux sociaux. Mais en fait, ce qui s'est passé vraiment, c'est le fait des prêts. Le fait des prêts. La dictature militaire, tu n'es pas d'accord avec moi, c'est moi. Là, il y a quand même une discordance majeure entre monsieur qui dit que on entend et monsieur qui dit que rien n'est crédible, grosso modo. Donc ce que vous dites, ce que dit votre voisin de une opposition
Je n'ai pas dit que rien n'était crédible, je dis que c'était difficile. Oui. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La difficulté, Détaillé. avoir une information ou ne pas l'avoir. Ouais. Donc, comment l'utiliser politiquement. Ouais, ouais. C'est tout ce que j'ai dit. Donc, moi, je voudrais poser une question à Sophie. C'est la dernière. La dernière. Quels sont le contenu des brèches dans les mosquées? Ah oui. C'est une bonne question. C'est des pouvoirs qui nous valent moi, ce que je déplore, c'est l'absence de certaines habilités. À un moment donné, j'ai plus de critique. Parce que c'est-à-dire que ça rentre ici dans le sortoir. Au moment où il n'y a plus de... Tu ne peux pas anticiper. Tu vis au jour et tu ne peux pas anticiper. Au moment où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision. Jusqu'à présent, quand tu le sais, quand tu es là, quand tu es et pour que tu ça, ce sont des... Les images, qu'est-ce qu'ils racontent des images dans les mosquées? Les imams, c'est très important. Avant ça, il y avait un truc grand forum. Il n'y a pas le ministre de la Justice, le ministre du culte, le ministre de la Réconciliation nationale, et l'imam, il était là-bas, non? C'est pas son bon, le pouvoir chef, aucun il veut d'abord. Vraiment, aucun il veut y aller. Maintenant, bon, maintenant, on va faire que on a dit, ici, de voir comment on Mali, on peut faire que le poste imam et le poste de Karim sont pris les critères. Hein? Ils sont des critères objectifs. Hein? Alors, c'est une bonne déclaration d'intention. Moi, quand on a dit qu'avant, c'était héréditaire. Mais avant, moi, je suis Kadi. Mon premier, j'étais dans le. On est fort. On est fort dans la fonction. Donc, quand je sais, immédiatement, la transition est faite. Bon, maintenant, il y a dans les politiques. C'est la même chose pour les gens. Moi, vous parlez de la Guinée. J'ai été en Guinée, j'ai parti à la mosquée, je parlais avec les conseillers de la présidence de la quand l'imam a fait c'est un compte bas, recommandation seulement, c'est extraordinaire. J'étais épaté. Je dis à mon frère, non, ici, c'est que vous allez dire là, tout le monde demande d'envoyer ça, le manuscrit, c'est malade, le lundi matin. Il y a une commission spéciale qui se passe. Il regarde, il corrige. Et vous l'envoie la version finale. Et puis, vous ne rendez pas la version finale, vous êtes réglé. Je dis ça au ministre malien de l'époque. Je dis qu'au Mali, si je fais ça, il y aurait tous les imams sur mon dos. Mais en réalité, les gens confondent dans un milieu ignorant. Puisque c'est une partie confondent l'arabe et la religion. Quand vous parlez arabe, on dit que vous êtes les gens, c'est pas la religion. La religion, il y a rien de ce. J'ai vu au Soudan, il y a beaucoup de Maliens qui sont partis là-bas. Ils apprennent l'arabe. Ils sont éloquents de la rue. Après, ils viennent. Mais ils ne connaissent rien de prêcher dans l'islam. Et c'est très gens-là qui composent les mosquées. Actuellement, ils sont en train de quand même de faire. Mais il y a beaucoup de gens qui sont. Ça, c'est le côté positif de la religion. C'est le côté positif. Il y a les imams qui sont actuels.
Parce que ce qu'il dit, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a des prêches, encore une fois, qui portent sur la paix? Il est prêches sont tous portables. La religion musulmane est une religion de paix. Oui, j'entends bien, mais des prêches ponctuelles dans la situation actuelle. Est-ce qu'il y a des prêches qui Il y a concernent des la prêches paix, le retour à la paix, de la il y en a beaucoup. Et c'est même en faveur de on a créé une commission nationale du dialogue national et de la réconciliation. Et on vient de donner à la non-commission la mission de faire la charte du temps social. Il y a des imams qui sont téléguidés pour faire des discours pour le régime. On demande dans les crèches de travailler pour que Assimi continue à être là, à nous protéger, et que rien n'avance. Moi, je n'ai pas dit à mais j'imagine que c'est ça que je vois sur les réseaux. J'entends sur les réseaux, on ne parle que par. Il n'existe plus personne dans l'humanité. Vous savez, on m'a dit, Dans la population, les gens qui sont là, je peux vous dire que je connais des gens qui sont terrorisés. Cette vérité-là, vous n'allez jamais entendre ça parce que les gens ont peur de le dire. non, Mais ça, il faut le savoir. Les gens se disent, moi, je sortais un peu beaucoup en 2021. Là, vraiment, j'ai vraiment serré mon cœur pour y aller, parce que depuis 2012, je n'ai pas été. Là, je suis allée, mais j'ai vu cette réalité. Cette réalité, quand on est couché la nuit et qu'on entend dans le quartier d'à côté que ça tire, on ne peut pas dire que tout va bien. Quand on entend des coups de feu la nuit, on ne peut pas dire que tout va bien. Quand on ne peut pas voyager par la route parce qu'on a peur de se faire arrêter par des bandits, aujourd'hui on dit déjà que en réalité c'est des bandits qui sont là, parce que personne ne peut arrêter, ça aussi c'est une réalité. Donc ça, mais ceux qui sont là-haut, ils ne savent pas, ils ne prennent pas la route, ils prennent la vie militaire, donc ils ne savent pas ce qui se passe en réalité. Voilà, donc en réalité, quand est-ce qu'on va cette paix-là dont on parle, qu'on écrit, quel chemin? C'est ça la question que tout le monde doit se poser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et ça, on ne peut pas le dire que entre nous. Ça ne peut pas rester que entre nous. Il faut que ça arrive là-bas. Ils sachent que les gens tous en fait. Mais tu ne peux pas se dire avant maintenant. Tout le monde est sous tension. Il faut que les politiciens aussi en fassent, non, le problème de paix là, il faut que les politiciens en fassent leur problème. Oui. Parce que eux, c'est juste les élections, juste les races. Donc si les politiciens n'en parlent pas, on ne peut pas aller à la fin. Tout ça, il dit au fait que les politiciens maintenant ne sont plus crédibles. Parce qu'ils ne parlent pas de paix, donc on va faire le peuple, ils ne parlent pas de la vérité. Et le gars, et Chabot, en fait, le gars a été élu en 2013. Vraiment, lui, c'était pas, il n'y a que l'unanimité. Et tout le monde comptait sur lui pour aider la situation. Et il a fait de son mérite, il a son premier mandat. Mais c'est le deuxième mandat qui a été vraiment. Je trouve, le deuxième mandat.